Merci, Monsieur Karcinti. Je vous propose, vous restez avec nous, de vous asseoir. Et je vais appeler les autres intervenants. Donc nous avons avec nous, la table ronde commence maintenant, sur le thème « Comment exercer le leadership de demain ». Et je vous propose un panel assez intéressant, assez complémentaire autour de Gérald Karcinti. Donc Isabelle Barthes, qui est auteure et professeure des universités en sciences du management et également chercheur à l'université de Strasbourg. Voilà. Je vous en prie. Donc, alors son parcours est intéressant parce qu'Isabelle Barthes a passé 10 ans en entreprise à des postes de développement commercial et elle a construit sa carrière universitaire par la suite. Elle a été pendant 5 ans directrice générale de la Strasbourg Business School et elle veut transmettre un management plus responsable et plus intelligent, on la comprend. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, son animal fétiche, c'est le dragon, parce que, Dixit Isabelle, il vole, il crache du feu et il n'existe que dans les légendes. Il nous dira ce que vous en pensez. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Lafont, qui est directrice générale du marketing et des opérations chez Microsoft. Où vous voulez. Voilà. Malgré son jeune âge, cet ingénieur diplômé de Centrale Supélec a déjà une longue carrière derrière elle chez France Télécom, chez Orange France, chez Oracle et Nokia. Et elle a connu entre-temps l'expérience de création de start-up Internet. Elle accompagne donc aujourd'hui la stratégie globale de Microsoft France et en particulier la transformation digitale des organisations grâce aux innovations notamment portées par le cloud. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Legrand qui, après intervenir sur le viaduc de Millau, le plus beau ouvrage d'art français, le plus bel ouvrage d'art, est le président d'Eiffage Rail Express, la société titulaire du partenariat public-privé de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, Marc Legrand. Ensuite, nous accueillons Philippe Leonetti, qui est vice-président d'Orange, membre du comité exécutif en charge du pilotage stratégique de l'innovation. Sous vos applaudissements, Philippe Leonetti. Et enfin, last but not least, Thierry Villiem, qui est président, jusqu'à récemment, après avoir travaillé à IBM Financement, président de GE Capital France, donc solution de développement pour les entreprises. Il est administrateur de plusieurs entreprises, dont actuellement vice-président de la Banque Postale Entreprise, conférencier à Sciences Po, et il a cofondé l'événement Wisdom Paris, que vous connaissez probablement, en collaboration avec le Wisdom 2.0, qui a eu lieu à San Francisco, dans le sud-est asiatique, et également sur la côte est des États-Unis depuis 7 ans. Et le Wisdom cherche en fait à remettre l'homme au centre, au sein de l'entreprise, en particulier pour sa bienveillance. Un tonnerre d'applaudissements pour Thierry Villiem. Voilà, merci de votre présence. Alors je vous propose une petite opération un peu interactive grâce à Evenium. Donc nous allons vous présenter, vous allez recevoir, donc, je vous propose de vous mettre à vos mobiles, et vous allez voir une dizaine de qualités principales du leader de demain que nous vous proposons, et nous serions très intéressés d'avoir les 3 réponses, les 3 qualités que vous préconisez pour un leader de demain. Donc à vos mobiles, si vous le voulez bien, sur Evenium. Et ensuite, cela apparaîtra à l'écran et ça nous donnera une petite indication à nos invités pour savoir comment mener ce débat. Alors, tout va à la vitesse de l'éclair, comme vous le voyez. C'est intéressant. Bon, vous le voyez comme moi, non, pas la peine que je le commente. Là, vous voyez tout l'intérêt de ce type d'application digitale, information en direct, échange, chat et en même temps outils de sondage en direct.
Donc vous avouerez que ça a un intérêt particulier pour les intervenants et qui peuvent, voilà, c'est un peu comme nos dirigeants politiques qui peuvent avoir l'œil rivé sur les sondages, ouais, pour savoir ce qu'ils vont nous raconter. Voilà, ben écoutez, ça continue, mais enfin on voit de grandes tendances qui s'intéressent. Donc, écoutez, on n'en dit pas plus. Je pense à intéresser tout le monde, vous et nous, de voir où nous en sommes. Le visionnaire et à l'écoute arrive en première position et en dernière position, le rationnel. Bon, ce qui nous étonnera peu. Alors, la première, pour introduire cette table ronde, ce que nous souhaitions déjà, c'est éviter le malentendu des mots. Vous savez, ces mots valises ou ces mots tiroirs dont on ne sait finalement pas trop ce qu'ils veulent signifier. Donc, il était quand même intéressant de se positionner par rapport à la problématique du leader par rapport au manager. Alors pour ça, je propose peut-être à Isabelle Barthes, qui me rappelait avec humour d'ailleurs que Hitler avait été un leader, mais bon, on peut confisquer le sens, on peut être un chef de meute. Donc Isabelle, vous en tant qu'universitaire, quelle différence feriez-vous entre le leader et le manager? Alors, je ne sais pas moi, mais c'est vrai qu'on a une tendance actuellement à dire le leader ce héros et le manager ce ringard. Je suis désolée de le dire, mais dans l'imaginaire collectif qu'on est en train de se tricoter un peu, je pense qu'il peut y avoir un malaise pour le manager de l'entreprise. Nous sommes souvent des managers, d'ailleurs nous sommes d'abord des managers, certains d'entre nous deviennent des managers, peu seront des leaders. Je crois qu'il faut vraiment l'accepter. Alors le leader, qu'est-ce qui va le distinguer du manager? C'est que le leader, il va s'adresser au groupe. Et en effet, vous avez parlé de Freud. Freud ne parle pas de l'organisation, il parle du groupe. Il va s'adresser aux personnes. Il va en effet avoir cette vision, cette incarnation, mais surtout, il va avoir une chose très importante. C'est qu'il va amener les gens à coopérer, à être motivés, à adhérer à sa vision de façon libre. Libre. Alors que le manager va avoir un lien hiérarchique et va s'insérer dans une stratégie qu'il n'a peut-être d'ailleurs pas élaborée, et avec un lien en général hiérarchique. De plus, le manager, et c'est de là que vient le mot manager, je vous le rappelle, le mot français ménager, ménager les ressources. Le manager va mettre en œuvre la stratégie en ménageant des ressources, qui sont des ressources matérielles, financières et humaines. C'est-à-dire qu'il va essayer d'atteindre un but qu'on lui a assigné, auquel il adhère, qu'il a peut-être d'ailleurs construit, mais avec cette notion d'efficacité, d'efficience que vous connaissez bien en étant des managers de projet. Le leader, c'est le cow-boy, il s'en fout. Suivez-moi ma bande. Et les ressources, on peut les piller, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient financières. Je parle du mauvais leader, évidemment. Parce que si on regarde les grands sujets sur le leadership, vous avez ce qu'on va appeler le leader transformationnel, qui est ce leader avec une vision, qui est ce leader dans la reconnaissance, qui est ce leader interpellateur, qui sait poser des bonnes questions, qui sait aussi faire des hypothèses audacieuses, ce que vous nous avez beaucoup décrit et je vous suis, mais vous avez aussi le leader transactionnel qui, là, va, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, aller dans la sanction. Et comme vous le disiez, parce qu'on ne va peut-être pas parler de personnes vivantes actuellement, ça serait peut-être problématique, Staline était un leader, Hitler était un leader. Le leader n'est pas toujours une personne positive. Et malheureusement pour nous, toutes les deux, il y a surtout des leaders masculins, et on aura du mal à parler de leaders féminines ou de leadeuses. Il y en a très peu, en fait, quand on explore l'histoire. Très bien. Très bien, je vous remercie. Pendant qu'Isabelle Barthes nous présentait cette introduction liminaire, vous avez vu qu'apparaissait à l'écran encore un élément d'interactivité qui est intéressant, c'est-à-dire que via l'application Evenium, on peut nous contacter par Twitter ou sur les applications résidentielles. Donc, est-ce que déjà quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose? Marc, je vous en prie. Moi, je voudrais simplement réagir rapidement sur ce qu'on a vu comme l'expression de la salle par rapport aux différents critères. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que le leader doit être à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est une question importante de savoir aujourd'hui comment être à l'écoute des équipes avec des techniques qui sont sans doute différentes de celles d'hier, mais est-ce qu'elles permettent naturellement plus d'écoute ou moins d'écoute ?
En revanche, là où j'avoue mon désaccord total avec probablement les 2 tiers d'entre vous, c'est que pour moi, décider, c'est fondamental. J'ai vu que décideur et courageux étaient connotés à peu près avec le même pourcentage, et c'est juste, parce qu'en général, pour décider, il faut être courageux. Je crois par contre que c'est fondamental. Hein. Quand on sort de la tranchée, hein, et si on veut emmener les gens derrière soi, il faut décider la direction que l'on prend et avec quels moyens. Je vous en remercie. Laurence ? Peut-être par rapport à ça, un point aussi qu'on peut rajouter, le leader, il est apprenant. Et c'est une notion sur laquelle on reviendra peut-être dans la suite de cette table ronde. Je pense que les compétences des leaders de demain sont véritablement, s'appuient énormément sur cette notion d'apprentissage continu. On voit beaucoup, on pourra redévelopper cela, hein, chez Microsoft, on est vraiment dans le learning always on, voilà, c'est ce qu'on dit chez nous. Et le leader doit participer de ce mouvement-là, c'est fondamental. Je pense que les leaders de demain, s'ils ne se mettent pas dans une logique d'apprentissage, ce seront des mauvais leaders ou des leaders déchus. Très bien, je vous en remercie. Quelqu'un d'autre sur cette... Gérald Carsati, un commentaire. je vous en prie, prenez le... Ah mais non, c'est bon, vous avez le micro. Ça marche là? Ah oui. Non, simplement pour ajouter que d'abord, pour moi, en complément de ce que vous avez dit et sur lequel je suis totalement d'accord, je pense qu'on ne peut pas être un leader sans avoir été un manager. C'est assez difficile parce qu'il faut incarner finalement la fonction qu'on va avoir derrière, alors qu'à l'inverse, on peut être un manager toute sa vie et ne pas être perçu, puisque c'est une perception, être un leader. Mais je pense que les deux mots qui caractérisent, il y a un mot qui caractérise très bien le manager, et c'est d'ailleurs une expression qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Le manager, c'est celui qui travaille dans une organisation structurée, organisationnelle, avec des postes bien définis, où en fait, quand vous allez le recruter, vous allez lui dire « j'attends ça de toi, et à la fin de l'année, je te jugerai, tu seras bon, pas bon, et tu auras une augmentation ou pas ». Et ça, c'est un modèle organisationnel figé, et le mot qui s'associe à ça, c'est contrôle. Le mot, c'est contrôle. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on parle d'un manager, on dit souvent « j'ai l'impression qu'il est plus sous contrôle », ou « j'ai l'impression que l'organisation n'est pas sous contrôle ». Et on dit « non, non, t'inquiète pas, il est sous contrôle ». C'est une expression qui vient de là. Parce que le manager, ce qu'on attend, c'est qu'il mette sous contrôle ce dont il a la responsabilité. Alors que le leader, une autre façon de dire ce que vous avez dit tout à l'heure, le leader, lui, il est dans la persuasion permanente, dans le mouvement, il est toujours en mouvement. Et le mot qui va incarner le leader, c'est le changement. Le leader est dans le changement, alors que le manager est plutôt dans le contrôle. Alors je vois à l'écran l'une de nos blogueuses, Marilène Lafont, nous dit « le manager fait le ménage ». Alors il n'y a pas de changement. Il fallait déjà faire le ménage dans la grotte au Paléolithique. Alors c'était une... C'est intéressant de suivre, parce que la salle aussi nous apprend. Très bien, bah, écoutez, si vous voulez bien, nous entamons notre premier thème. Alors en fait, cela a été fait de façon très démocratique. On a appelé chacun de ces intervenants sur le plateau pour leur demander spontanément quelles étaient leurs visions du leadership de demain. Et en fait, de façon assez étonnante, mais finalement assez logique, 3 grands thèmes principaux se sont créés. Alors le premier thème, je dirais que je l'ai appris par un astrophysicien il n'y a pas très longtemps, j'étais assez étonné, c'est vrai, c'est qu'en fait, avec le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, on s'est rendu compte qu'en fait l'univers était en expansion à la vitesse de la lumière. C'est vrai qu'on a trop souvent tendance à l'oublier, l'univers est en expansion. Et ceci explique très certainement l'accélération de la vie que nous connaissons tous. Et en 1998, des chercheurs américains ont découvert également que non seulement c'était la vitesse de la lumière, suivant le principe d'Einstein, mais qu'en fait, on se rendait compte que ça allait encore plus vite et que la vitesse s'accroissait en progression géométrique. Ça, c'est les astrophysiciens et les cosmologues l'ont réalisé assez vite. Donc, ce qui explique peut-être justement ce qui est le thème sur lequel nous arrivons, c'est cette sorte de fracture 2.0, cette digitalisation de l'économie, l'arrivée de réseaux sociaux, l'irruption, je dirais, des réseaux sociaux dans l'entreprise. Sont-ils une menace, sont-ils une opportunité sur la matrice SWOT? Comment on gère tout ça? Et comment, en quoi gérer l'évolution de l'accélération technologique et finalement le fait du leader aujourd'hui? Qui souhaite prendre la parole en premier? Peut-être, Laurence, je vois une petite préférence par rapport à votre expérience. Oui, on est au cœur, nous, de ces usages et de ces nouvelles technologies.
c'est pas simple d'appréhender l'accélération technologique au sein des organisations, même quand on est dans une organisation qui promeut et qui développe et qui se transforme grâce aux nouvelles technologies. Très positivement, j'ai envie de dire, les nouvelles technologies, elles apportent vraiment la transversalité au sein des organisations. Enfin, nous, on est dans une structure très matricielle, hein, au niveau mondial, mais en France également. Et on a un leader qui promeut un message, bien sûr, d'une organisation très orientée vers nos clients. Donc à partir de là, comment est-ce que vous faites pour faire fonctionner ensemble des équipes qui sont totalement dissociées, qui sont dans des matrices organisationnelles, les faire fonctionner ensemble. Mais là, la technologie, elle a un rôle extrêmement fort à jouer pour aider justement à créer cette transversalité, sortir des silos, sortir des structures managériales très établies. Et ça, je pense que c'est aussi une des grandes innovations managériales actuelles, de vraiment créer cette transversalité. Les réseaux sociaux, les outils de communication unifiés, etc., permettent véritablement d'aider les équipes finalement à bosser en mode projet, dans une logique très orientée vers le client, vers une finalité commune, indépendamment des structures ou des organisations telles qu'elles sont. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. Après, il faut accompagner parce que, bien évidemment, on n'est pas tous, et on en reparlera, génération Y, Z, etc. Donc on n'a pas tous, enfin moi je suis née avec le mail, donc les réseaux sociaux, etc., c'est pas forcément ultra naturel. Donc il faut s'y mettre, il faut apprendre, il faut accompagner l'ensemble des équipes au sein des organisations pour utiliser ces technologies et véritablement en voir les bénéfices, je dirais, dans un vrai travail collaboratif, indépendamment des structures matricielles et des structures organisationnelles qui sont les nôtres. Philippe. Je pense que chez Orange, on est aussi au cœur des transformations numériques. Clairement, on est impacté dans l'ensemble de nos activités, dans l'ensemble de nos métiers, des transformations qui sont extrêmement rapides. Et quand on regarde, je dirais, enfin moi ça fait quelques années que je suis dans les télécoms, une accélération extrêmement forte, une compétition qui est à la fois une compétition locale et une compétition internationale, ce qui amène un degré de complexité supplémentaire. Et donc, au cœur de tout ça, il y a le mode projet. Pourquoi ? Parce que l'ensemble de ces innovations, de ces transformations, on les amène au travers de projets avec une très grande variété de typologies de projets, puisqu'on couvre un spectre extrêmement large de la recherche jusqu'au delivery, des projets qui sont dans des contextes locaux, dans des contextes qui sont internationaux, et souvent sur des technologies qui n'ont jamais été déployées. Et donc on est souvent sur des premières, ce qui d'un point de vue des chefs de projet pose clairement la question de leur capacité à prendre des risques, à essayer, à faire des erreurs, d'arrêter des choses, de relancer des choses de manière différente. Et ça touche à tous les métiers, je le disais, et c'est là où le chef de projet doit avoir une vision de ce qu'est l'entreprise, de comment elle fonctionne, de ses processus, s'occuper et s'intéresser des personnes. Donner un exemple très concret, on est en train d'amener de la virtualisation dans les fonctions du réseau. On dit que tout devient logiciel, le réseau est en train de devenir logiciel, en tout cas les fonctions du réseau. On a des chercheurs qui travaillent là-dessus depuis quelques années. On a aujourd'hui des premières expérimentations. OBS a déjà des offres. Et en Espagne, l'Espagne nous dit « Ok, on est prêt à y aller ». On n'a pas trouvé de marketeur qui était à même de construire les offres que les techniciens, nos experts, étaient à même de mettre en œuvre. Donc on voit que les transformations du numérique, ce n'est pas uniquement les projets, quelques experts, c'est l'ensemble des métiers dans l'entreprise, et ça, c'est une vraie complexité. Je vous en prie. Oui, moi, je voudrais rapidement citer 3 points. Le premier, dans le métier du BTP, qui peut apparaître, lui, comme pas tout à fait à la pointe de ces techniques, eh bien, on utilise aussi énormément, et il y a, je crois, beaucoup à gagner en matière de productivité. Pour ne donner qu'un seul exemple, la levée de réserve, c'est-à-dire les corrections qu'il faut faire et qui sont souvent très nombreuses. L'unité, c'est 10 000, hein, et c'est souvent plusieurs dizaines de milliers. Lorsqu'on livre un ouvrage, eh bien, aujourd'hui, on sait prendre une photo, mettre quelques indications avec une tablette et envoyer tout ça aux gens qui vont avoir à faire les travaux. C'est un gain de temps absolument considérable par rapport à l'époque où on déployait des plans et on allait regarder. La deuxième chose, c'est que chez FH, nous avons une particularité, c'est notre actionnariat salarié, puisque plus de 20% du capital de l'entreprise est détenu par les salariés, ce qui fait de nous d'ailleurs le premier actionnaire d'FH. Autrefois,
nous portions la bonne parole dans un système descendant, les dirigeants à leur encadrement, et puis l'encadrement à leurs ouvriers, etc. Aujourd'hui, on a une communication par Internet qui, tous les ans, explique comment se fait cette augmentation de capital réservée aux salariés et qui permet ensuite de dialoguer avec les nombreuses questions qu'ils posent. Enfin, troisièmement, et je dirais un peu à contrario, reprenant ce que l'on disait tout à l'heure, n'oublions pas l'intérêt de la communication orale et de la communication en tête-à-tête. C'est-à-dire, il ne faut pas que ces outils puissants nous dispensent, au contraire, ils peuvent peut-être même être des facteurs d'alerte, de s'apercevoir qu'avec tel collaborateur ou à tel endroit, il faut vraiment une écoute et un vrai dialogue pour mesurer les problèmes qui se posent et essayer d'y répondre. Je vous en remercie. Philippe, vous m'aviez parlé, quand nous nous sommes eus, de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fameux le mur d'images que vous aviez organisé sur votre campus, le nouveau campus Orange News. Ouais. C'est un outil au service du leader. Comment ça se passe exactement? En fait, on touche à comment on arrive à utiliser des équipes qui sont réparties de manière géographique, au mieux en termes de compétences, dans des modes projets intégrés. Il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire l'agilité, souvent on cherche à colocaliser les équipes, de façon à les rendre efficaces. Et de facto, un groupe comme le groupe Orange, on a des labs qui sont en France, mais on a aussi des labs en Tunisie, on en a en Chine, on en a en Égypte, en Roumanie, en Pologne. Ces équipes, il faut qu'on arrive à les faire travailler ensemble. Et donc, on a aménagé des salles avec des écrans qui occupent des murs entiers, qui sont allumés en permanence. Donc, quand on rentre dans la salle, on voit les collègues tunisiens qui arrivent le matin, qui rentrent, qui ressortent, etc. Ce n'est pas de la visio, ça ne démarre pas à une heure précise, ça ne s'arrête pas à une heure précise, c'est en permanence, de manière à ce qu'ils vivent ensemble. Et donc l'équipe projet, elle vit ensemble à distance. Ça a forcément un coût. Maintenant, il faut remettre ça au regard de la richesse en termes de compétences, la variété de compétences que ça permet de mettre sur un projet. D'accord. Isabelle? Moi, je pense que les réseaux sociaux, qui sont Web 2 et puis avec le Web 3, etc., c'est à écraser le statut. Ça a commencé avec le mail. Rappelez-vous, quand on commençait avec les mails il y a 20 ans, il me court-circuite, il s'adresse directement à N+1, tout le monde est en copie. Et ça n'a fait que croître et embellir. Et en effet, cette notion du pouvoir statutaire est fortement mise en cause par tout ce qui est réseaux sociaux. On assiste donc à cette horizontalité dont on parle beaucoup de la communication. Le monde est maintenant une vaste conversation, avec des leaderships qui peuvent être autodécrétés ou par adhésion. Et c'est comme ça qu'en fait ce phénomène du leadership, c'est ce que vous disiez, arrive, parce qu'en fait les barrières du pouvoir et du statut disparaissent au profit de l'autorité intrinsèque qu'une personne, homme ou femme, je l'espère, peut incarner. Et en fait, c'est quelque part un retour à la personne et à ses qualités, même pas ses compétences, ses qualités. Et je pense aussi, Maffesoli le disait depuis déjà longtemps, que quelque part, nous entrons dans un monde et une entreprise tribalisée. Nous sommes des tribus. Nous allons, par affinité, rejoindre ceux avec qui, à un moment, nous allons nous aimer, nous allons travailler ensemble, nous allons contribuer. Et ces tribus que nous connaissons, les fous des voitures de collection du début du siècle, les amoureux du macramé, enfin, j'en sais rien, si vous passez, peut exister dans l'entreprise, en fait. Et cette agilité, cette fluidité, elle est grâce à l'outil, en fait, si on arrive à le maîtriser et ne pas être vaincu par son côté sombre, qui existe aussi. Alors Thierry, ce côté sombre, qu'est-ce qu'il évoque chez vous? Je ne fais pas partie du cercle des fanatiques du macramé, je suis désolé Isabelle. Je crois que le côté sombre, les nouvelles technologies, c'est que les nouvelles technologies, c'est un peu, et l'accélération qu'on voit, c'est un peu comme la langue d'Ésope, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Et ces nouvelles technologies, il faut faire attention à ce qu'elles n'excluent pas et ce qu'elles n'emprisonnent pas. Je donne un exemple. Exclure, c'est de faire en sorte, en tant que manager ou leader, que ses collaborateurs puissent suivre. Parce que c'est difficile de suivre. On le disait tout à l'heure, on est né avec le mail et pas avec Facebook, pour certains d'entre nous, même avant le mail. Mais donc, le rôle du manager, c'est d'éviter l'exclusion. Emprisonner, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe,
c'est qu'il y a un mélange de vie professionnelle, vie privée avec les outils qui sont extraordinaires. Encore une fois, l'outil n'est ni bon ni mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait, comme la langue des op. Et à partir de là, eh bien, on emprisonne certains managers toxiques, emprisonnent leurs collaborateurs en envoyant des mails le vendredi soir pour réponse pendant le week-end, etc. Donc, encore une fois, le rôle du manager par rapport à cette accélération, c'est d'éviter l'exclusion et de faire en sorte de donner un confort de vie à ses collaborateurs, parce que sinon, on va les amener sur le stress, on va les amener sur le burn-out, on va les brûler, c'est quand même assez affreux. Donc là, il y a vraiment des nécessités de leader. Un manager, un leader, c'est celui qui donne les conditions qui font que les collaborateurs se sentent bien, et se sentant bien, ils vont avoir de la performance. Donc c'est un peu ça qu'il faut faire très attention, et c'est une remise en cause permanente avec deux qualités, l'exemplarité, qui est énorme, vous l'avez noté. Il y en a une autre qui m'est chère, c'est l'humilité, parce qu'il faut effectivement avoir un certain recul pour admettre qu'on est perdu soi-même par rapport aux nouvelles technologies. Et apprendre des autres, j'ai vu une remarque qui est géniale, c'est qu'on doit manager ses managers. Oui, évidemment, on est souvent managé par des jeunes qui nous disent, voilà comment tu peux faire sur la nouvelle technologie, merci à eux. Alors, Laurent, je serais très curieux d'avoir votre approche justement par rapport à ce fameux droit à la déconnexion. Il y a donc quelle est la digital detox qui est opérée au sein de Microsoft? Déjà, on a effectivement très tôt défini des règles de vie, donc ce qu'on appelle les 4-4 chez nous, parce qu'on avait le souhait d'accompagner les managers, et je suis complètement alignée avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'accélération de l'utilisation des nouvelles technologies crée une pression majeure sur les managers aujourd'hui au sein des organisations, parce qu'effectivement, elles ont quand même le devoir d'accompagner leurs équipes, de délivrer un objectif, etc., dans un environnement où finalement, eh bien, l'information leur échappe, le pouvoir tel qu'on a pu le connaître dans le passé leur échappe. Donc il y a vraiment aujourd'hui un enjeu, en tout cas nous, on passe beaucoup de temps à accompagner les managers dans ces transformations et dans leur rôle, dans l'évolution de leur rôle au sein de l'organisation. Donc oui, les nouvelles technologies, les nouveaux outils de communication ont fait qu'on a réfléchi à ces règles de vie finalement au sein de l'organisation en se disant c'est une formidable opportunité. On parlait des femmes tout à l'heure, on reviendra sûrement sur les problématiques de diversité et d'inclusion, mais les nouvelles technos permettent d'amener beaucoup de flexibilité. Donc, dire effectivement, j'ai besoin de rentrer à 5 heures pour récupérer mes enfants et je vais pouvoir retravailler après si je le souhaite. Donc cette flexibilité, c'est un plus. En même temps, il faut la contrôler et la canaliser. Donc nos règles de vie, c'est pas de mail le soir. Et oui, chez Microsoft, il n'y a pas de mail le soir. Alors quand je vous dis ça, ça va vous faire rire. Bien sûr qu'il y a des mails, mais ça reste des exceptions. Donc la règle, et là aussi, le manager doit être exemplaire et le leader doit être exemplaire dans l'application de ces règles-là. Pas de mail le soir, pas de mail le week-end, pas de réunion avant 9h30, pas de réunion après 18h30. Toutes les réunions sont accessibles grâce à des outils comme Skype qui permettent de se connecter à distance si besoin. Alors, bien sûr, le contact physique et la réunion physique est clé. Donc il faut bien sûr ne pas tomber dans le travers de se dire on peut tout faire en virtuel et c'est génial. Non, mais pour autant, à partir du moment où c'est bien cadré et où ce travail d'ailleurs de définition de règles, on l'a fait avec nos délégués du personnel. Hein, donc c'est un travail qu'on a mené avec les IRP parce que c'est important de montrer et puis de les engager bien sûr dans cette réflexion. Mais une fois que c'est bien géré, on voit les bénéfices de l'utilisation de ces nouvelles technologies sans en voir les travers qui sont effectivement une connectivité 24/24 et des collaborateurs qui deviennent finalement corvéables à merci. Je vous en remercie. Gérald, je serais curieux d'avoir votre approche chez Hewlett-Packard concernant ce qu'on a commencé à évoquer justement sur cette organisation matricielle. Comment chez vous, donc sur cette multinationale, vous arrivez à gérer justement la transversalité, la collaboration grâce à ces outils? J'imagine vous travaillez en direct sur tous les continents, etc. Donc en quoi l'outil digital peut être justement un outil au service du leader pour gérer ce côté collaboratif transversal? En fait, beaucoup de points communs avec ce qui vient d'être dit chez Microsoft. On utilise pas mal les outils type Skype et autres parce que c'est un moyen de donner une forme de liberté aux personnes. Maintenant, c'est assez curieux parce que ça me faisait, pendant que j'écoutais, je réfléchissais à notre patronne mondiale, qui est une femme, Meg Whitman, et qui, à un moment donné, a dit qu'elle voulait finalement
non pas bannir, mais ne plus privilégier l'outil technologique et faire en sorte que les collaborateurs reviennent sur le site. Et ça avait surpris tout le monde parce qu'on était tellement habitué à être tout le temps au téléphone et tout le temps connecté dans les calls que finalement cette position était un peu, non pas anachronique, mais un peu divergente par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Mais je pense que ça a du sens aussi parce que le danger de ça, inversement, c'est la perte totalement de relations. Et on voit des personnes qui d'ailleurs font des burn-out ou des dépressions simplement parce que au début c'est bien parce qu'on est chez soi, on organise ou on peut prendre l'appel d'où on est finalement. Puis au bout d'un moment, on se trouve déconnecté du groupe. Or j'ai vu dans les messages qui passent là, des choses dans lesquelles je me reconnais bien. Je n'ai pas pu tout couvrir dans mon exposé, mais ça c'est des choses auxquelles je me reconnais bien. À savoir que la tribu que vous avez décrite, la forme moderne, quelqu'un l'a écrit en tout cas, et je suis tout à fait d'accord, c'est la culture. Et on a connu, Thierry et moi, un patron commun chez IBM, qui était quelqu'un d'extraordinaire, en tout cas moi j'ai trouvé sur le plan du leadership, quelqu'un d'extraordinaire, Lou Gerstner, qui est arrivé chez IBM au milieu des années 90 pour reconstruire l'entreprise, et qui a dit dans son livre, que je vous recommande, parce que c'est un livre qui est un peu ancien maintenant, mais qui fait 800 pages, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce pavé, c'est un éléphant peu dansé, puisqu'à l'époque IBM était décrit comme l'éléphant qui ne pouvait plus bouger, et il a reconstruit à l'époque IBM en disant que la chose il lui a fallu quasiment une vie professionnelle pour s'en rendre compte, c'est qu'il n'y a rien de plus important au fond que la culture. Et que la culture, c'est le différenciateur entre toutes choses. Et au fond, c'est un peu vrai, parce que si vous réfléchissez, vous pouvez tout copier, vous pouvez mettre en place les mêmes outils que votre concurrent, vous pouvez copier les produits, les services, vous pouvez embaucher les mêmes types de profils, mettre en place les mêmes organisations, vous pouvez à peu près tout faire. Il y a une chose que vous ne pourrez jamais faire, c'est copier la culture d'une autre entreprise. Et donc moi, ça, c'est un point qui me tient à cœur, et donc je pense que pour répondre à la question quand même, c'est que je pense que l'outil numérique au sens large du terme est super important parce qu'il permet cette flexibilité, mais il faut raison garder. Quand on fait un peu de rétrospective, c'est toujours très intéressant. Rappelez-vous, au début des années 2000, moi je travaillais beaucoup sur Internet et les sites marchands, la fameuse bulle Internet, les sites marchands. Mais relisez les papiers de l'époque. Il n'y aurait plus de magasins, plus de vendeurs, on allait se débarrasser des commerciaux, ces personnes étranges qui avaient des contacts clients. Tout allait se passer sur les sites. On avait simplement oublié qu'il fallait des entrepôts et que le vrai métier, c'était la logistique. Mais plaisanteries mises à part, on se rend compte qu'on a besoin des magasins, que seulement ils doivent se métamorphoser, ils doivent travailler différemment, ils doivent devenir des endroits où on se rencontre, où on a de la différenciation. Et en effet, la personne est unique. La personne n'est non substituable, alors que l'outil est imitable. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le retenir. En 2017, on redécouvre le magasin, on redécouvre le disquaire avec le vinyle, alors que je pense que, comme moi, vous les avez tous mis à la décharge il y a 20 ans déjà en disant téléchargement, ou à l'époque, c'était peut-être que les CD. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, simplement, il faut se dire qu'on est constamment dans une métamorphose de quelque chose qui nous arrive, et que le but du jeu, c'est de ne pas subir, c'est d'être proactif et d'avoir confiance. Je pense que la question, elle est comment la technologie elle donne de la liberté aux clients. C'est la complémentarité entre des boutiques, des magasins, du physique. On peut aller voir des gens versus passer une commande la nuit. Et l'enjeu, il est d'arriver à adapter toute la relation client pour tirer le meilleur parti des deux. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous, on travaille beaucoup. Oui. Moi, il y a 3-4 ans, quand je dirigeais l'école de management de Strasbourg, on avait fait une enquête auprès des étudiants. Les fameux e-learning, génial, à minuit, je vais apprendre mes cours, après être rentrée d'une soirée, je vais me lever à 4 heures du matin. Mais non, ils étaient 3000, ils nous ont dit, on veut venir en cours, on veut être là. Alors évidemment, les modalités avec les profs sont plus tout à fait les mêmes, et ils veulent que ça change, mais ils ont envie de contact, ils ont envie de controverse, ils ont envie de débat, ils ont envie de s'aimer, ils ont envie de se détester, ils ont envie, comme vous d'ailleurs. Et je crois que ça restera toujours au centre de nos vies en organisation et ensemble. Thierry, qu'est-ce que tout cela vous inspire, ce stade? La détestation digitale. Non, encore une fois, l'outil n'est ni bon ni mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait, mais très souvent, l'outil a tendance à repousser l'homme en dehors de l'entreprise
pour l'outil lui-même, et je suis tout à fait d'accord avec Gérald, beaucoup d'entreprises ont arrêté d'utiliser ça de manière intensive, parce que s'il y a un endroit qui est un lieu de sociabilisation, ça l'a toujours été et ça le sera toujours, et c'est important que ce le soit aujourd'hui où il y a certains systèmes politiques qui inspirent plus trop, il y a des religions qui sont plus qu'elles étaient, c'est l'entreprise. Donc si on ne remet pas l'homme au centre de l'entreprise, que deviendra la société ? Et donc il y a une vraie demande pour le face-à-face, pour se parler, pour se toucher, pour être ensemble. Enfin bon sens, c'est ça la vie. Il n'y en a pas deux. Donc maintenant, ça serait stupide de ne pas utiliser les technologies, parce que faire un aller-retour aux États-Unis, comme on était obligé de le faire il y a 20 ans, parce qu'on ne pouvait pas faire une téléconférence, c'est stupide. Donc encore une fois, c'est utiliser en bon équilibre ce qu'il y a de bien dans la technologie, mais jamais oublier l'humain, parce qu'au final, comme tu le disais, on est des êtres de chair et de sang, et on a besoin d'émotions, on a besoin de les vivre, on a besoin de communiquer, et on passe trop de temps au travail. Si on n'a pas de plaisir dans ce qu'on fait, il faut vite faire autre chose. Moi, je voudrais rebondir une seconde sur ce que vous avez dit sur la culture, qui me paraît absolument fondamentale, et qui fait peut-être un peu la transition avec la génération Y. Moi, quand je vais faire de la pub pour Eiffage dans les écoles d'ingénieurs, ce qui est absolument fondamental pour nous, bien sûr, je dis aux jeunes, je leur dis, lorsque vous vous intéressez à une entreprise, cherchez à connaître ses valeurs. Et si vous n'êtes pas en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, ou pire encore, si lorsque vous posez la question, on vous répond qu'elle n'en a pas, surtout n'y allez pas. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je vous propose qu'on passe au deuxième thème. Alors ce deuxième thème, il était extrêmement clair chez tout le monde, c'est attirer et fidéliser les générations Y. Alors d'un point de vue statistique, on sait que les générations Y vont prendre le pouvoir numérique s'entend dans l'entreprise dans un délai maintenant assez rapide, que les stratégies des états-majors sont évidemment non seulement de courtiser ses collaborateurs, mais de leur donner, puisqu'ils savent qu'ils sont l'avenir de l'entreprise, et que tout ça se fait aussi sur des risques de fracture avec la génération X. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez intéressant. Alors, je propose peut-être avant tout à Isabelle de nous apporter sa vision universitaire pour bien qualifier les caractéristiques de cette fameuse génération Y, si vous voulez bien. Alors, d'abord, je voulais rassurer, la génération Y, la valeur travail est toujours très importante pour elle. Paradoxalement, on travaille de moins en moins. Le travail occupe de moins en moins nos vies. Si vous permettez peut-être de définir déjà. Ah, d'accord. Qui est-elle? C'est ceux qui sont nés dans... Alors, attendez, les théories varient énormément, puisqu'on a parlé aussi de génération millénium, Z, etc. Mais en gros, c'est ceux qui sont nés justement avec ce Web 2 et qui sont nés dans les années 90 à peu près, qui ont donc en effet, qui arrivent à l'âge adulte maintenant, et qui arrivent dans notre système d'enseignement supérieur, où donc ils sont certainement ceux que nous formons, vous à HEC, vous dans des écoles d'ingénieurs, pour être la nouvelle génération montante, comme vous l'avez dit, dans l'entreprise. Alors d'abord, pour eux, la valeur travail est très importante. Seulement, comme beaucoup d'autres personnes plus âgées, le rapport au travail n'est pas le même. Ils veulent un travail épanouissant. Il y a une phrase qu'on attribue à Confucius, je n'ai pas vérifié, je crois que personne ne pourra vérifier, c'est « Si tu ne veux jamais travailler de ta vie, choisis un travail que tu aimes ». Et c'est vrai que je crois qu'ils sont là-dedans, c'est-à-dire ils veulent un travail où ils se font plaisir. Vous savez, le haut de la pyramide de Maslow, le développement de soi. Et ensuite, ils imaginent un monde, alors que je vais caractériser par 4 choses. Le trans, le co, le cus et le yin. Le trans, c'est le transdisciplinaire, le transversal, vous l'avez dit, travailler des ingénieurs avec des managers, des artistes avec des designers, avec des techniciens. Ce monde où, en effet, on revient quelque part souvent à l'humanité au sens des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences où on partage. Le deuxième, c'est le co. Ils sont beaucoup dans, vous le savez, la collaboration, le co-working. Tout ce qui va être collaboration, c'est important pour eux parce que le collègue n'est pas forcément un concurrent, mais peut être un allié. Et ça, c'est quelque chose aussi qui caractérise cette génération. La troisième, c'est le CUS, customisation. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils étaient uniques, non substituables,
et ils veulent être reconnus pour ce qu'ils sont. Ils sont différents, ils sont distinctifs, ils ont des défauts, ils ont des qualités, mais ils ne veulent pas rentrer dans un moule qu'on leur attribuerait parce qu'ils vont rejoindre une entreprise où les gens doivent être comme ça, ou se comporter comme ça, ou s'habiller d'une telle ou telle façon. Et puis le in de innovant, le in de quelque chose de, voilà, toujours dans le move, toujours dans quelque chose qui bouge. Et ça, les réseaux sociaux, les outils, leur permettent de le faire très très facilement. Alors là aussi, avec des côtés extrêmement positifs, des côtés qui le sont moins. On peut être très bête en voulant suivre un leader et lui ressembler à tout prix. Je pense peut-être, par exemple, aux dégâts de la chirurgie esthétique, ou il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Hein. Mais voilà, c'est un peu cette génération telle qu'on peut la dessiner. Très bien, je vous remercie. Laurence, vous voulez attaquer le débat sur la façon, vous êtes particulièrement confronté chez Microsoft à la montée de la génération Y. Qu'est-ce que Microsoft vous faites justement pour aider les leaders à gérer leurs attentes? On est confronté, je pense, comme tout le monde ici. Hein, la génération Y, elle arrive partout, donc il faut bien effectivement s'adapter. Je vais reprendre ce qu'on disait au début, l'écoute, comprendre. On passe beaucoup de temps, et moi je fais du reverse mentoring, donc je ne mentore pas, je suis mentorée par un jeune qui vient d'arriver, donc il y a 24 ans, pour comprendre, pour l'écouter, pour comprendre ses attentes par rapport à l'organisation, pour comprendre sa façon de penser aussi, avoir son rapport d'étonnement sur nos comportements. Et je peux vous dire que des fois, les réunions par exemple, les réunions de travail, alors ça c'est un grand sujet, les jeunes ne comprennent pas pourquoi on passe autant de temps en réunion. Enfin, ils mettent effectivement très rapidement en évidence, je pense, parfois notre non-efficacité dans les réunions de travail. Donc ça nous challenge aussi très positivement sur la façon de repenser notre mode de fonctionnement. Donc voilà, donc il y a déjà, pour préparer les leaders et préparer les managers à l'arrivée de cette nouvelle génération, c'est déjà écouter, revenir sur de l'humilité. On n'a pas la vérité vraie, et je pense que ça, là aussi, dans les caractéristiques du leader de demain, je pense que l'écoute et l'humilité sont clés pour réussir, parce que justement, on est dans des environnements de plus en plus divers. Il faut faire travailler ensemble des générations Y, Z, des générations X, des juniors et des seniors, des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux, des handicapés et des non-handicapés, etc. Et toute cette diversité, voilà, elle amène énormément de richesse au sein des organisations à partir du moment où effectivement on écoute et on adapte nos modes de fonctionnement. Donc on met du reverse mentoring en place, on met aussi du mentoring en place parce que finalement les jeunes qui arrivent sont très demandeurs d'être accompagnés aussi par les seniors au sein de l'organisation, qui sont quand même les sachants, et on ne supprimera pas les seniors des organisations, heureusement, donc on en a besoin, et moi je milite beaucoup sur aussi les réflexions autour des seniors dans les entreprises, parce qu'on parle beaucoup des jeunes et on parle beaucoup moins des personnes qui ont 50 ans et plus et qui sont clés pour continuer à développer les organisations et qui ont un rôle clé à jouer. Donc n'oublions pas les générations plus anciennes, et je pense que c'est de cette diversité que naîtra la richesse et la performance des organisations de demain. Je vous en remercie. Qui souhaite intervenir à ce stade? Philippe? Ouais, je dirais de notre côté, on s'appuie vraiment sur le mode projet pour intégrer les jeunes. On investit beaucoup dans tout ce qui est agile. Alors le terme est pas mal galvaudé, mais faire en sorte que des domaines d'activité fonctionnent de manière agile. Donc c'est pas simplement parler du développement dans un projet. Ça fait quand même très longtemps qu'il y a des mêlées et qu'on fait du dev en agile. Là, on parle de transformer des domaines d'activité qui se mettent dans un mode agile avec un business owner, avec des équipes qui interviennent sur ces projets, avec des objectifs qui sont clairs, qui sont partagés, et on leur donne les clés du camion. C'est-à-dire qu'on responsabilise, ils s'engagent sur les sujets, ils s'investissent sur les sujets. Et on arrive comme ça à intégrer des jeunes dans l'entreprise, dans un contexte où ils se reconnaissent, parce qu'on est sur des équipes, on évoquait tout à l'heure, pluridisciplinaires. Il y a un cadre qui est fixé, mais qui est suffisamment large pour laisser à chacun la capacité à s'exprimer. Ils ont une forme de reconnaissance qui est plus la reconnaissance de l'équipe elle-même, hein, de comment ils sont intégrés à cette équipe et reconnus par leur pairs, ce qui souvent a plus de valeur à leurs yeux que la reconnaissance du management, hein, dont on sait qu'elle est parfois un peu contestée. Et puis, quelque part, le fait de leur faire confiance, hein, je le disais, de leur donner les clés du camion,
Ça, c'est un élément d'épanouissement qui est important pour ces jeunes dans l'entreprise. Et là où je rejoins ce que tu viens de dire, c'est que un de nos enjeux, c'est comment on embarque des plus seniors. Non, plus seniors, moi j'aurais mis un peu plus de 50 ans, mais bon, ça va être une question, une question d'âge. Mais en tout cas, comment on fait en sorte de laisser personne sur le bord de la route? Parce que quand on met en place des modes agiles, il y a forcément des personnes qui vont être à l'aise avec ces modes de fonctionnement. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, et donc il y a des personnes qui vont l'être moins. Et je pense que ça, c'est un des enjeux des managers d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans ces nouvelles modalités de travail. Quand aujourd'hui, nous, on fait du co-développement avec des startups, l'écart de moyenne d'âge entre nos équipes et la startup, ça doit être au bas mot de 25 ans. Ça donne une idée à peu près des choses. Donc forcément, il y a des gens qui peuvent être pas très à l'aise de fonctionner avec des entreprises aussi jeunes, avec des approches complètement différentes. Donc là, c'est un enjeu, je pense, assez clé pour le management. Il y a quelque chose que des études montrent sur cette jeune génération, c'est l'affectif. Ils sont beaucoup plus dans l'affectif. D'ailleurs, on se tutoie, on s'appelle par son prénom beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que cette dimension, elle est importante par rapport justement à l'émergence du leader. Parce qu'on revient à cette dimension de ce qu'on appelle les émotions, l'intelligence émotionnelle, qui prend le pas beaucoup sur les compétences beaucoup plus techniques. Alors, il ne faut pas tout effacer non plus, parce que là, je crois qu'on partirait dans des délires qui seraient assez graves. Les ponts s'écrouleraient, et les systèmes d'informatique ou tout ce qu'on construit disparaîtrait. Mais ce lien est très important. Vous avez raison, là, je crois que... Moi, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, y compris égoïstement sur l'intérêt des seniors. Hein. Moi, je mets la barre à 60 ans, donc c'est plus simple. Bon. Mais je voudrais simplement préciser 3 choses. La première, je ne sais pas si le souhait d'avoir une activité professionnelle épanouissante, ça ne me paraît pas une caractéristique de la génération. Moi, j'ai souhaité, je crois d'ailleurs que ça a été à peu près le cas, avoir une activité professionnelle épanouissante. Bon, la deuxième chose où je rejoins pleinement, c'est l'importance de la valeur travail. Et je dois dire que je suis très content, globalement, de nos jeunes collaborateurs qui s'impliquent beaucoup et avec beaucoup de talent. Enfin, la troisième chose, l'une des caractéristiques que je trouve chez eux et beaucoup moins chez les anciens, c'est le souhait du plan de carrière. C'est-à-dire que j'ai connu des générations plus anciennes qui, en gros, faisaient un peu confiance, on marche bien dans la boîte, on va avoir des opportunités. On voit bien chez les jeunes un souci du plan de carrière, ce qui fait que d'ailleurs, si on n'y répond pas, ils vont voir ailleurs. Donc je crois que c'est très important. Alors, moi, je ne suis pas toujours en mesure, même en général pas en mesure de leur proposer un plan de carrière. Par contre, je crois que ce qui est important, c'est de leur montrer qu'ils sont dans les grands radars, qu'on les connaît, qu'on a confiance dans ce qu'ils font, qu'on étudie avec eux leurs désirs et leurs qualités, et que le moment venu, on saura répondre à leurs aspirations. Alors, un point, je vous laisse répondre. Ouais. Ça, je reviendrai là-dessus. Vas-y. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis aussi bien entendu d'accord avec ce que mes amis autour de la table ont dit, et qui reprend les caractéristiques qui ont été dites au départ, l'exemplarité, l'humilité, l'écoute. Les nouvelles générations ont besoin encore plus qu'on les écoute parce qu'elles souhaitent participer, elles souhaitent amener quelque chose, elles souhaitent donner du sens à ce qu'elles font. Les valeurs, bien évidemment, c'est-à-dire que d'elle-même, une génération Y n'ira pas dans une entreprise où l'intégrité n'est pas là, où il n'y a pas de valeurs. Et puis, ce que tu disais en introduction de ta conférence, Gérald, l'esprit du sport. L'esprit du sport est très important pour les nouvelles générations. Alors ça a toujours été, entre nous soit dit, mais si vous mettez l'esprit du sport, la bonne compétitivité, la solidarité, avec le côté du fun, la troisième mi-temps, il ne faut jamais l'oublier, si vous faites ça dans l'entreprise, vous allez normalement les attirer et plus dur les retenir. Donc il faut savoir effectivement que l'entreprise, enfin, est un lieu de vie où on participe ensemble et on fait quelque chose ensemble et on construit ensemble. Alors pour construire ensemble, ce qu'il faut faire, c'est effectivement être très agile et puis faire attention aussi au niveau hiérarchique de l'entreprise.
quand j'ai repris la direction d'une boîte pour G, une boîte de 1000 personnes en France, j'étais N+7, j'étais au 7e niveau hiérarchique. Donc j'ai demandé à être N+4, je suis arrivé à être N+5 parce qu'il y avait un cas où ce n'était pas possible, mais c'était très important. Alors j'ai eu des problèmes énormes avec le management intermédiaire, qui effectivement n'était plus avec des galons comme à l'armée. Mais les jeunes, ils ne veulent pas de galons, ils ne veulent pas des pyramides, etc. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut aussi contrôler, s'organiser et exécuter ce pourquoi l'entreprise est faite. Mais rendre l'entreprise plus agile, moins de niveau hiérarchique, et puis du comportemental, de l'humilité, de l'exemplarité, de l'écoute, et on y arrive. Mais c'est chouette, parce que ce qu'ils nous demandent, c'est d'être plus humain. Donc, Alors, chez Orange ou Microsoft, je serais curieux de savoir, cet aplatissement de la hiérarchie, c'est une réalité, vous le sollicitez, vous le subissez? Chez nous, enfin, pour prendre un exemple chiffré, on a des structures de 3000 personnes sur lesquelles on est à 4 niveaux hiérarchiques, ce qui reste important, mais voilà, sur des tailles de 3000, ça commence à faire que, je dirais, quand un patron s'exprime, l'information, elle arrive à l'ensemble des salariés dans un délai qui est relativement court et pas trop déformé. Là où on pousse aussi, j'avais évoqué en préparant que on commence à utiliser Twitter comme un outil de communication interne, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Mais on se rend compte que finalement, pour un PDG, avoir la capacité à envoyer un message qui touche la totalité des collaborateurs de manière quasi instantanée et partout dans le monde, enfin, ça a énormément de valeur. C'est qu'un tweet. Un tweet, après, il peut y avoir des liens et donc du contenu un peu plus riche, mais c'est extrêmement puissant. Et ça concourt aussi à cette forme d'agilité, quelque part faire en sorte d'avoir des messages qui sont bien passés à tout le monde de manière uniforme. Et quelque part, ça rejoint la question de l'aplatissement des organisations, où on recherche à peu près la même chose. Laurent, c'est quelque chose. Chez Microsoft, alors, qu'est-ce que vous... Donc, on essaye aussi d'aplatir au maximum les organisations. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la connexion entre le leader et l'organisation. Enfin, chez Microsoft, Satya Nadella, qui est un leader extrêmement inspirant, je dois dire que nous avons la chance d'avoir depuis 3 ans. Tous les mois, il fait un chat avec les employés. Donc tous les mois, il va passer 1 heure avec les collaborateurs. Alors bien sûr, ceux qui sont au siège ont l'opportunité de le voir physiquement, mais sinon c'est diffusé, avec la possibilité d'interagir avec lui. Il fait des vidéos régulièrement sur ses retours d'expérience personnelle. Voilà, c'est aussi ça, je pense, l'incarnation du leader, c'est vivre l'entreprise, c'est partager aussi ses retours d'expérience et communiquer effectivement au plus près avec l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. C'est ça qui donne du sens, c'est ça qui donne de l'énergie, c'est ça qui donne envie aussi aux managers et aux collaborateurs de s'engager et de rester finalement dans ces organisations. Je rebondis. Juste un commentaire oui, je vous en sur ces aspects générationnels, parce que moi ça me semble extrêmement important pour le futur. Je crois que ce qui a changé, c'est que quand dans ma génération, on va dire le début de X, on rentrait dans l'entreprise avec l'idée qu'on était jeune, qu'on sortait diplômé, mais qu'on avait tout à apprendre dans l'entreprise. Et donc la transmission, elle se faisait exclusivement des anciens vers les plus jeunes, tout le temps. Et c'était le seul moyen, il était très rare qu'il en soit autrement. Aujourd'hui, c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est très dynamisant, c'est que la transmission, elle est bilatérale, c'est que chacun se transmet. Alors, nous, on a mis en place des systèmes d'équipe entre un jeune et un plus ancien, et les deux se transmettent, parce qu'en fait, le jeune arrive avec sa connaissance digitale et apporte des ruptures que le plus ancien n'est pas forcément familier avec et n'est pas à l'aise. Et inversement, comme ça a été dit très justement, l'ancien c'est quand même le sachant au final, hein, donc on apprend de ça. Donc moi je trouve que ça c'est quand même super important, et d'autant plus que moi j'ai observé que les plus anciens se retrouvent dynamisés
par l'arrivée des jeunes. Moi, je crois que je ferai un parallèle entre les startups qui boostent les entreprises traditionnelles, les jeunes aujourd'hui boostent les anciens. C'est à peu près la même chose qui se passe, c'est le même phénomène. Et je dois dire aussi, pour terminer, que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a tendance à vouloir caractériser les jeunes d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de voir des générations de jeunes étudiants, puis on embauche beaucoup chez Hewlett-Packard, et je me rends compte qu'en fait, leur ambition n'a pas changé, l'ambition n'a pas changé. Ils sont toujours ambitieux, ils travaillent toujours autant, ils ont toujours envie d'un plan de carrière. La différence que moi j'observe, qu'ils ont des ruptures heureuses. C'est-à-dire qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, comme vous l'avez dit, s'ils voient que leur futur n'est plus là, ben ils s'en vont. Mais il n'y a pas de drame, c'est-à-dire qu'ils s'en vont. Et ils restent, et finalement l'entreprise, si elle est intelligente, doit le faire aussi de façon heureuse, parce que la personne va rester dans son écosystème externe, et les choses vont se faire assez naturellement. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'ils n'ont pas envie de travailler, et c'est la grande différence pour des sociétés qui n'ont pas leur valeur. Ça, je crois que c'est le plus important. Et puis pour terminer, dernier commentaire rapide sur leur jugement qu'ils ont par rapport à notre façon de travailler. Par exemple, les réunionites qu'on multiplie. Mais la réunion n'est pas forcément négative. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, finalement, on fait beaucoup de réunions. Moi, le premier, je râle après ça, quand j'ai des réunions qui ne sont pas efficaces, qu'on va dire, et on voit que ça tourne. Et j'ai constaté avec le temps que des réunions qui durent et qui sont en apparence pas efficaces sont en fait efficaces. Parce qu'elles ont l'avantage de participer à la création de culture. Parce qu'en fait, c'est quoi la culture? C'est des hommes et des femmes qui apprennent à se connaître, à travailler ensemble et à partager. Et comment on fait quand on est avec nos amis? On n'est pas toujours en train de se dire, tiens, il faudrait qu'on atteigne la fin du dîner avec un objectif précis à ce dîner. Non, on a des amis, on discute de plein de choses, et vous pouvez par exemple essayer de les convaincre de voter pour la bonne personne dans 15 jours, mais en fait, en général, vous allez discuter de choses comme ça. Et je pense que dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Au final, il y a des moments où on a des objectifs, et il y a des moments où, dans les réunions, on apprend juste à se connaître. Je vous en remercie. Isabelle, peut-être avant, juste, oui, je voudrais rebondir sur un message qui est très pertinent de la part de quelqu'un dans la salle et qui disait pourquoi ne pas avoir invité sur ce plateau un membre de la génération Y. Alors je voulais vous signaler que nous l'avons fait. Nous avions envisagé inviter une jeune femme de 29 ans qui est brillante et qui pouvait tout à fait nous en parler, mais pour des raisons X. Ça n'a pas pu se faire, mais rassurez-vous, bien évidemment, nous l'avions envisagé. Voilà, je vous en prie. Isabelle. Oui, je voulais simplement faire peut-être un tout petit peu attention à tous nos propos. Nous sommes vraiment dans l'idée, alors les sociologues appellent ça de l'hypermodernité, mais je rappelle quand même que tous ces individus que nous décrivons sont plutôt ce que les sociologues appellent les individus par excès, c'est-à-dire des intrapreneurs, des entrepreneurs, des leaders, des gens, on parle de gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de management. Je pense quand même que ce qu'on vient de vivre ce week-end nous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de personnes, je parle même que de la France, qui sont complètement en perte de repères par rapport à tout ça, qui sont amenés à être très désemparés. Pas de l'aplatissement des lignes hiérarchiques. Ok, c'est bien, mais ça veut dire que peut-être je ne gravirai pas les échelons. Or, c'est bien d'avoir un chemin tracé. Avoir 4 échelons pour 3000 personnes, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent complètement abandonnées parce que ce fameux contact dont on parle, le tweet ne remplacera pas. Moi, je ne vois rien qu'en tant que professeur, en tant que maman, j'ai 6 enfants, tout le monde est différent. Il y en a qui réussissent tout seuls, il y en a, quoi qu'on fasse, qui n'y arriveront pas, mais on travaille beaucoup pour des personnes qui ont besoin d'être tirées, d'être poussées, d'être encadrées. Et là, je crois quand même que la chose politique nous interpelle. Nous ne sommes pas tous brillantissimes, ambitieux, capables de dextérité, d'agilité. Et je crois que là, dans tous nos propos, il faut que nous soyons précautionneux. Le manager a sa place, le micromanagement a sa place, l'éducation au plus près de la personne a sa place. Et on parlait de valeurs, je pense que le vrai leadership, c'est aussi se poser la question le matin, de se dire qu'est-ce que mon organisation, ou moi, en tant que manager, je fais pour le plus petit et le plus fragile d'entre nous dans l'organisation. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose, il faut qu'on ait une vigilance là-dessus. Parce qu'autrement, on s'envole, on s'envole. Moi, tous mes étudiants ne seront pas des brillants, des start-upers. Voilà, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle les encres de carrière.
c'est un salaire correct, une vie, conciliation vie privée, vie professionnelle, et pas une ambition débordante. Voilà, je voulais juste rappeler ça, parce qu'autrement, on va déconnecter le monde de l'entreprise avec la société. Or, l'entreprise, elle doit être en société plus que jamais, et on voit bien les dégâts que ça peut provoquer avec, avec les moments que nous vivons actuellement. Avant... Merci Isabelle. Avant d'entamer la troisième partie, il y a quand même quelque chose sur lequel j'aimerais bien que vous vous exprimiez, qui est d'ailleurs c'est l'environnement de travail. Je crois qu'il y a à la fois des exigences des générations Y, d'environnement qui soit beaucoup plus coopératif, collaboratif. Les cost killers des états-majors se sont évidemment posé la question. Ça a déboulé sur l'entreprise libérée avec des open space, avec le flex office, qui correspond visiblement beaucoup mieux aux attentes de la génération Y qu'à la génération précédente. Comment, concrètement, je serais curieux, avant qu'on passe au point 3, que vous puissiez peut-être déjà, Microsoft et Orange, nous dire comment vous concevez l'environnement de travail, la nouvelle génération d'environnement de travail. Je pense que nous, on est dans une situation où on n'a jamais autant investi dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on investit massivement dans l'immobilier, dans toutes nos géographies. On a un nouveau campus flambant neuf sur Varsovie, on vient de réaménager Bruxelles. En France, on a notre Orange Gardens qu'on a inauguré à Châtillon l'année dernière. Donc on investit massivement, et là on ne parle pas uniquement de génération Y, mais pour l'ensemble des salariés. Mettre en adéquation finalement l'environnement de travail, les espaces de travail avec les nouvelles manières de travailler, une nouvelle manière d'interagir avec les gens. C'est-à-dire que vouloir aller vers des modes projets, des modes intégrés, faire du transverse, etc., avec ou un plateau où il est juste impossible de se parler, ou au contraire des bureaux fermés, enfin on est juste à pic. Donc on fait cet investissement pour à la fois que les gens soient bien où ils sont, ils trouvent du service, et donc on voit les services rentrer dans l'entreprise, et ça chez nous c'est relativement nouveau. Alors, pour m'être baladé pas mal aux États-Unis, c'est quelque chose qui se faisait depuis un certain temps dans les campus aux US, ça se faisait un peu moins en Europe, ça commence à se faire, et surtout avoir des environnements de travail qui soient adaptés au mode de travail d'aujourd'hui. Vous pouvez nous donner des exemples concrets, comment vous réaménagez, comment vos architectes réaménagent ces espaces de travail? Typiquement, les espaces qui sont sur ceux d'Orange Gardens sont à la main des équipes, c'est eux qui s'approprient l'espace, qui mettent le mobilier, qui mettent les cloisons qui vont bien, qui définissent là où il va y avoir des petites cabines où on peut s'isoler, etc. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les gens s'approprient l'environnement. Il n'y a plus une cantine, connu ces trucs, machin, il y a des espaces de restauration qui sont ouverts en permanence. En permanence, il y a des gens qui tiennent des réunions dans les jardins, qui tiennent des réunions dans ces espaces de restauration. Donc c'est une appropriation de l'espace de vie, puis faire en sorte d'avoir des zones de transit. C'est-à-dire que les gens ne sont pas rentrés dans un bâtiment, une fois qu'ils sont rentrés dans le bâtiment, ils ne voient plus personne. Alors des endroits où on circule, où les gens se voient, où ils arrivent à se parler. Laurence, chez Microsoft, comment vos nouvelles générations d'aménagement? Nous, on sort d'un projet de réaménagement complet de notre campus à Issy-les-Moulineaux, donc qui s'appelait Upgrade My Campus. Donc voilà, on avait l'aspiration d'aller vers du mieux, clairement. Le projet, on a sollicité l'ensemble des collaborateurs, en fait, pour qu'ils nous donnent leur retour aussi sur ce qu'ils attendaient de leur environnement de travail. Donc on a quand même eu plus de 400 collaborateurs qui se sont mobilisés pour répondre à l'enquête. Et en fait, on a recréé complètement les espaces avec quand même ce qu'on appelle des zones d'ancrage. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les collaborateurs ont besoin d'un espace qui est leur espace. Donc voilà, je travaille dans telle division, dans telle équipe, dans telle entité, j'ai un endroit où je vais retrouver mes collègues, mon manager, etc. Pour autant, cette zone d'ancrage, qui est un open space, n'est pas l'endroit où vous allez passer toute votre journée. Donc on a ensuite défini, réaménager tout l'espace en fonction finalement de vos besoins,
de travail ou de collaboration tout au long de la journée. Donc il y a des cabines téléphoniques quand vous avez besoin de passer un coup de fil et de vous isoler pour ne pas être dérangé et ne pas déranger vos camarades. Il y a des box pour des réunions à 2-3 un peu informelles qu'on ne réserve pas. Il y a des salles de réunion, des salles de créativité qui sont aménagées pour justement faciliter la réflexion, le brainstorming en équipe. Et puis on a créé à chaque étage des cafétérias. Alors ça c'est le grand succès de ce réaménagement. Les équipes se sont complètement appropriées. Alors, on a fait des thèmes, donc c'est très sympathique. C'est vrai qu'il y a la photo, la musique, etc. Et les équipes se sont complètement réappropriées cet espace, donc ça vit toute la journée. Les gens viennent là pour travailler ensemble, pour prendre un café ensemble, pour discuter de manière soit très formelle sur un projet, soit très informelle, donc pour faciliter aussi finalement cet échange au sein de l'organisation. Et on a également mis à disposition l'ensemble des espaces de restauration, en dehors des heures bien sûr de restauration, pour que les équipes puissent aussi aller à la cantine, aller dans notre brasserie réservée aux clients, qui sont des endroits plutôt calmes, l'après-midi quand ils le souhaitent. Et voilà, on a complètement, en fait, les équipes se sont réappropriées tout l'immeuble et ça a généré énormément de liens et d'échanges finalement entre les organisations. On est sorti des silos sans pour autant désorienter complètement les collaborateurs en disant bah voilà, vous n'avez plus d'espace attitré. Je pense que c'est important quand même, enfin, en tout cas nous on l'a vu dans le retour des équipes, c'est important que chacun sache où aller éventuellement le matin quand il arrive, poser ses affaires, etc. et ensuite vaquer à ses activités tout au long de la journée. Merci beaucoup. À ce stade, nous serions très curieux d'avoir votre avis sur comment vous vous positionnez par rapport à tout ceci. Donc je propose à la régie de nous envoyer, je vous propose déjà de reprendre vos téléphones mobiles et de répondre à la question suivante que vous voyez figurer à l'écran, d'avoir votre avis. Donc, l'application Evenium, dans votre environnement professionnel, est-ce que vous percevez ce changement de paradigme? Question fermée, yes or no? Go, no go? Ah, ça y va. Ah. Vos pronostics? C'est le score de 10. Bon, écoutez, c'est intéressant, on voit la tendance, 60-40, c'est bien. Alors maintenant, deuxième question qui arrive derrière. Que vous inspire cette évolution? Vous la voyez apparaître? Elle m'enthousiasme, elle m'inquiète, je n'ai pas les moyens de la mettre en œuvre. C'est un score de République bananière. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors maintenant, je vous propose d'attaquer le troisième thème. C'est que l'entreprise, elle n'est pas toute seule, elle est dans un contexte, dans un environnement, et c'est vrai qu'à l'heure des valeurs, d'autres valeurs qui arrivent, à l'heure d'un agrophilosophe comme Pierre Rabhi, d'un médecin comme Christophe André qui travaille sur la méditation en pleine conscience, d'un Mathieu Ricard, d'un Nicolas Hulot, ou beaucoup de citations qui nous ont été adressées concernant le Dalai Lama, Gandhi. Donc, à l'heure de nouvelles valeurs qui évoluent dans la société, comment l'entreprise se positionne-t-elle? Je serais très curieux d'avoir, mon cher Thierry, votre vision là-dessus. Redonner du sens. Redonner du sens, c'est effectivement essayer de remettre l'homme au centre de l'entreprise. Donc, par rapport à ça, on a essayé de faire chez GE Capital beaucoup d'efforts sur le domaine. La première chose qu'on a fait, c'est travailler pour expliquer ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, dont tu parlais tout à l'heure, Gérard, en expliquant comment on réagit, comment l'homme réagit par rapport à un changement. Parce qu'une chose dont on est sûr, c'est que les changements, avec ce qu'on disait en introduction, vont s'accélérer. Et qui dit changement, dit résistance au changement, dit comment on laisse personne au bord de la route. Donc on a beaucoup travaillé sur expliquer ce que c'est que le changement, la courbe du deuil, parce que quand il y a un changement, il faut faire un deuil d'une situation d'avant, etc. Donc je pense qu'il faut d'abord expliquer comment l'homme réagit par rapport à tout ça. Donc on a travaillé sur ces sujets, on a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, et puis après, on s'est inspiré de ce que font les Américains, notamment. Ça se fait chez Microsoft, ça se fait chez Salesforce, beaucoup dans l'informatique d'ailleurs, où on donne dans l'entreprise des lieux pour faire autre chose.
Alors, chez G Capital, toutes les semaines, il y avait possibilité de faire du yoga, il y avait possibilité de faire de la méditation, il y avait possibilité de faire du tai chi, du qigong, de la sophrologie. On était très agnostique par rapport à ces différentes... Mais on permettait aux collaborateurs d'essayer de se ressourcer au sein de l'entreprise, mais en l'ayant bien expliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire on va faire de la méditation si on n'a pas accompagné l'ensemble des managers. Donc, il y a des centaines de managers qui ont été formés à l'intelligence émotionnelle, ou comment on peut remettre l'homme, comment on peut prendre du recul, parce qu'en réalité, un bon manager est un manager qui va savoir inclure les autres, qui va savoir être accessible, et s'il ne se porte pas bien lui-même, s'il n'est pas bien aligné lui-même, le cœur, la tête et les tripes, il ne pourra pas s'occuper des autres. Les Chinois disent on attend de l'empereur qu'il soit en bonne santé. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'un leader, s'il ne se porte pas bien, comment voulez-vous que ses collaborateurs, exemplarité, envie de suivre, se portent bien? Donc voilà, on a essayé tout ce qu'on pouvait faire, alors avec des succès, avec un peu moins, parce que forcément, on est parfois décrié, on n'est pas des bisounours, ce n'est pas le lieu dans l'entreprise, peu importe. On l'a fait et ça a pas mal marché, on a eu des beaux résultats globalement. Je voulais dire d'abord deux choses. Les exemples que vous nous avez donnés sont extraordinaires. Il faut quand même penser aussi à tous les endroits où ce n'est pas possible. Quand on travaille auprès de malades, de personnes âgées, qu'on a des services aux clients, qu'il y a des horaires à respecter, c'est compliqué. Hein, et c'est vrai que je pense qu'il y a un certain nombre de métiers, dont le management de projet, où c'est particulièrement possible. Beaucoup d'autres où c'est encore plus compliqué, très lourd à mettre en place. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, mais c'est très lourd à mettre en place. Sur l'aspect, j'ai envie de dire, bien-être au travail, je crois que là aussi, il faut peut-être raison garder, dans le sens où le bien-être au travail, et j'adhère tout à fait à tout ce que tu as dit, est maintenant de plus en plus perçu dans son aspect hédonique. Et on en arrive avec l'idée qu'on va se faire plaisir au travail. Je pense quand même que le travail, quelque part, c'est aussi ce que Kant appelait le dur labeur, et qu'il n'y a pas de honte à souffrir au travail, à avoir de la difficulté, et que la vision qu'on appelle eudémonique du bien-être, elle est très importante. C'est-à-dire que le travail, il participe aussi à la société, on l'a beaucoup dit, hein, la socialisation, mais aussi au développement de soi. Et le développement de soi, il ne se fait pas que quand tout va bien, dans sa petite bulle. Ce que des jeunes étudiants, je dirais pas trop encore avertis du monde du travail, ont l'impression que, voilà, ils retiennent ce que vous avez dit. Le canapé, le distributeur de boissons, c'est des fois hallucinant, hein, ce qu'on voit chez nos étudiants. Voilà, et je crois qu'il faudrait peut-être bien redire que travailler, c'est le développement de soi, comme le sport. Mais c'est aussi, quelquefois, l'effort, voire la souffrance, la difficulté. C'est l'erreur, c'est l'échec, c'est tomber 7 fois, c'est se relever 8. C'est, contrairement à ce qu'on disait, c'est pas le repas de famille. Enfin, c'est travailler avec des gens qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas forcément choisi. Et ça fait partie aussi du développement de soi. Et je crois qu'il faudrait bien le redire, et que notre boulot, peut-être de génération X, W, V ou tout ce qu'on veut, c'est aussi de transmettre ça. Parce qu'autrement, on va créer des générations de frustrés, parce que non, ça ne sera pas que du bonheur d'aller travailler, même si je souhaite que tout le monde se lève le matin en disant « Youpi, je vais bosser ». Ce qu'il faut se dire, au fond, c'est pour embarquer une entreprise, mettons 1000 personnes, et embarquer tout le monde, au fond. Il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que cherche... Vous êtes dans une entreprise, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez pas... moi, j'ai constaté, par rapport à ce qui a été dit, j'ai la responsabilité européenne, donc je vais partout en Europe, et je constate que les buildings sont tous super beaux maintenant, les intérieurs, super soignés, super modernes. Il y a des écrans de télévision partout, des coins de repos, des coins de dialogue, d'échange. Il y a un effort qui est fait par les entreprises, c'est une évidence. Mais en fait, au fond, ça c'est bien, et c'est ce que retiennent souvent les jeunes, parce que ça leur plaît. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui compte, même pour eux. C'est-à-dire que très très vite, en fait, ça devient secondaire. En fait, ce qui fait que vous allez bien vous sortir dans une entreprise, c'est que vous comprenez le projet de l'entreprise, donc il faut revenir à l'essentiel quand même. Le patron de l'entreprise, son but, c'est quand même de mettre un projet
qu'il appelle Challenge 2020, par exemple, et qui va incarner le changement dans l'entreprise. Donc il faut que vous compreniez le projet. Il faut ensuite que vous compreniez le rôle que va jouer chaque organisation. Et enfin, il faut que ça descende jusqu'à vous. Quel rôle vous allez jouer vous-même? Et je ferai ce parallèle. Moi, j'avais un ancien coach qui m'avait dit cette chose que j'ai toujours gardée en tête. Quand vous êtes dans l'entreprise et que vous êtes en rôle de management, vous pouvez croiser quelqu'un et ne pas lui dire bonjour. Et il m'a dit, là, ça veut dire que vous n'êtes pas poli. Vous pouvez lui dire bonjour, ça veut dire que vous êtes poli. Vous pouvez lui dire bonjour, Sophie ou Marc, je sais que tu as signé telle affaire et je voulais t'en féliciter. Ça, pour le collaborateur, ça lui fait sa semaine, parce qu'en général, il se dit, non seulement il est capable de m'appeler par mon prénom, mais il est capable de me dire qu'il sait que j'ai signé une affaire. Mais le stade ultime où la personne se retrouve bien dans l'entreprise, c'est quand vous lui dites « je sais que tu as signé telle affaire, et voilà comment cette affaire contribue à l'atteinte de l'objectif que tu connais, puisque c'est le plan Challenge 2020 que nous avons construit ensemble. » Et c'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent à comprendre la place qu'ils ont dans l'entreprise. Et quel que soit le niveau qu'ils jouent dans l'entreprise, quel que soit le rôle, la fonction et l'importance qu'ils ont dans l'entreprise, tout le monde cherche au fond la même chose. Moi, j'adhère tout à fait à cela et je rejoins tout à fait l'idée que le travail, c'est pas facile tous les jours et justement, raison de plus pour donner du sens. Et ce que j'observe, je crois que c'est une partie de mon travail, d'essayer de donner aux équipes le sens de ce qu'elles font. Alors, quand on a la chance de construire des ouvrages comme le viaduc de Millau, le sens pour la collectivité, un investissement pour Orange aussi d'ailleurs, un investissement immobilier, c'est noté avec beaucoup de plaisir ces projets. Bon, eh bien, aussi bien ce que ça va apporter à la collectivité, ce que ça va apporter à l'entreprise, ce que ça va apporter plus près d'eux, aux équipes, en termes d'acquisition de savoir-faire, d'épanouissement professionnel. Et ce qu'on observe, c'est que des tâches difficiles, voire même parfois quasi impossibles, quand on a bien dit le sens qu'elles pouvaient avoir, quand on a bien mis en évidence l'enjeu, eh bien, les équipes sont capables de prouesses. Bien sûr. Je suis complètement en phase avec tout ce qui a été dit. On a chez nous défini 3 principes de leadership qui sont très alignés avec cela. Le premier, c'est créer de la clarté. Donc effectivement, un leader doit définir une mission. On est là pourquoi et qu'est-ce que l'organisation souhaite faire. Et l'organisation, c'est pas juste délivrer de la croissance pour les shareholders. C'est chez Microsoft, c'est permettre à tout un chacun, à toute personne et toute organisation de réaliser son plein potentiel. Voilà, c'est ça la mission. Et c'est celle-là que nous répétons et que nous mettons en musique et qui fait qu'on donne du sens à l'action au quotidien. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est générer de l'énergie. Et cette notion d'énergie, je pense qu'elle est fondamentale aujourd'hui pour justement créer de l'enthousiasme, créer de l'envie tous les matins de se lever. On n'a pas tous les matins envie de se lever pour aller au travail, mais enfin quand même globalement, arriver à générer cet enthousiasme, cette volonté, cette joie d'aller travailler. Moi, j'aspire quand même à ce que les gens soient tous heureux au travail, même si ce n'est pas toujours facile. Donc générer cette énergie, et là il y a un rôle du leader et des managers qui est fondamental là aussi pour arriver à générer cette énergie au sein des organisations. Et puis le troisième, c'est délivrer des succès. Et là aussi, délivrer des succès, c'est pas juste dire tiens super, on a réussi à faire les 10% de croissance, mais c'est ma contribution moi en tant que collaborateur à cette mission, à ce sens qu'a l'organisation, à cette contribution citoyenne qu'on peut avoir aussi au travers de nos actions. Donc délivrer ces succès-là et puis les célébrer. Voilà, ça c'est les 3 principes de leadership qu'on a chez Microsoft, qu'on essaye d'appliquer au quotidien et surtout qu'on essaie de transmettre aux managers. Et pour revenir à un point que je disais en introduction, je pense que les managers sont vraiment très bousculés aujourd'hui dans les organisations. Enfin, je pense qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer et qu'il faut vraiment qu'on les accompagne parce que c'est pas simple de gérer des équipes dans des périodes de transformation massive qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui. Le dernier point qu'on n'a pas évoqué mais qui me semble aussi fondamental, c'est d'aligner les systèmes de mesure de performance par rapport aux objectifs et aux valeurs de l'organisation. On a fait un gros travail, nous, de réaménagement complet du système de mesure de la performance. Dans toutes nos organisations, nous avons des systèmes de mesure, bien sûr, de la performance, de l'impact du travail des collaborateurs. On a complètement fait évoluer le système pour aller vers des mesures de l'aide à l'autre et de l'aide de l'autre à son travail. Et je peux vous assurer que ça change complètement la perspective qu'ont les collaborateurs de leur rôle
de leur mission et finalement eh bien, cette entraide qui se crée parce qu'on va les mesurer aussi sur combien ils ont aidé les autres à délivrer leurs objectifs et combien ils se sont appuyés sur le travail des autres pour délivrer leurs propres objectifs. Voilà, c'est aussi, je pense, extrêmement important que le système de mesure de la performance des organisations soit vraiment aligné de haut en bas avec les valeurs et avec la vision du leader. Je vous remercie. Il y a un dernier point que vous n'aviez pas évoqué spontanément les uns ou les autres et qui avait été évoqué dans cette préparation. Et je rebondis sur ce que vous dites, Laurence, le fait que vous avez évoqué ce côté citoyen. Donc l'entreprise a du sens, mais elle a aussi du sens en ce sens qu'elle est intégrée dans une société civile. Et Thierry, je serais curieux que vous nous parliez justement de ces expériences de causes humanitaires qui ont été utilisées, mises en œuvre par les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé pour redonner justement ce sens aux salariés. Par rapport aux attentes des nouvelles générations, une attente de sens est évidente. Partager la vision de l'entreprise et faire en sorte qu'on ait une communauté. Il y a aussi quelque chose qui est important dans le terme de partage, c'est qu'on travaille pour gagner de l'argent et une façon de partager le succès, quand on a une vision partagée, c'est de redistribuer. Alors nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait augmenté de manière importante l'intéressement et la participation, parce qu'en France, c'est un des bons moyens de partager les fruits de la croissance. Et ça motivait vraiment l'ensemble des collaborateurs, qu'on soit à n'importe quel niveau. Et on avait un système qui faisait que plus le collaborateur était en bas de l'échelle, parce qu'on avait travaillé ça avec nos partenaires sociaux, plus effectivement ça déclenchait les primes importantes en termes de participation et d'intéressement. Parce qu'on parle du sport, mais il y a la prime de match qui est quand même importante, au-delà de la troisième mi-temps où on va célébrer les succès, qui est fondamental. Si vous ne célébrez pas les succès, si vous ne remerciez pas, c'est foutu. Au-delà de ça, ces jeunes générations, elles aspirent à ce que une fierté de leur entreprise et que l'entreprise participe à la vie de la cité et s'occupe des gens qui sont un peu laissés pour compte. Donc effectivement, dans l'entreprise, il faut ramener les gens qui ont du mal à suivre. On le disait sur les nouvelles technologies, tu le disais tout à l'heure sur ceux qui ont des difficultés. Mais c'est important, il ne veut pas travailler pour une entreprise qui vit dans le monde de GE, de General Electric, dans le monde de XY. Ils veulent travailler dans une entreprise qui est dans une cité. Et donc, on a essayé de créer un certain nombre d'événements qui faisaient que quand l'entreprise réussissait notamment, eh bien, on allait participer. Exemple, on participait à des courses sur la lutte contre le cancer. Chaque fois qu'il y avait un collaborateur qui allait courir, effectivement, l'entreprise donnait 100 €. Et on avait beaucoup de gens et on recrée des événements où on se voyait, on faisait des belles réunions, des beaux événements, parce qu'on y était tous, on parlait d'exemplarité, mon management et moi, on allait courir même si on n'est pas des grands sportifs. Ensuite, on a essayé de s'intéresser, ça c'était une des causes. Une autre cause, c'était de dire, si l'entreprise fait tel résultat, on va redistribuer à une cause qu'on va choisir ensemble. Donc une année, on s'est occupé de l'hôpital Robert Debré des enfants malades. On a atteint l'objectif. On a été capable de leur redistribuer 75 000 €, ce qui était quand même une belle somme. Mais on ne voulait pas le redistribuer comme ça. C'est-à-dire qu'on voulait aussi le redistribuer en participant. Et donc on a fait venir un photographe qui est venu chez nous, qui est venu à l'hôpital, et on a fait des photos 2 par 2, un enfant malade, un aide-soignant, un collaborateur de l'entreprise. Si vous allez à l'hôpital Robert Debré, à côté des escaliers, vous avez un grand panneau où il y a 200 personnes, 2 par 2. Et donc, vous voyez, moi en train de rire avec beaucoup de personnes de l'entreprise. Et ça, si vous voulez, quand on arrive à donner du sens au-delà de l'entreprise, on a une adhésion qui est assez merveilleuse. Et puis, je crois qu'on est là aussi pour ça, nous les entrepreneurs et les entreprises, pour s'occuper des gens qui sont laissés pour compte et des gens qui sont en difficulté. Et si on arrive à le faire, c'est magnifique parce qu'on est heureux et quelque part, pour être heureux au travail, il faut utiliser tous les leviers, c'en est un. La générosité est un levier du bonheur. Merci. Moi, je crois que, j'adhère complètement. Je crois qu'il y a aussi une bonne utilisation des réseaux sociaux qu'on peut avoir. Et là, c'est la chercheuse qui parle. C'est de ne pas être enfermé dans une bulle et de ne pas être dans un effet de cours quand on est un leader ou un manager. C'est vraiment, on parlait tout à l'heure du fou du roi, c'était ça aussi à quoi servait le fou du roi. C'est d'accepter de sortir de sa bulle et de tous ceux qui vous disent que tout est magnifique, tout est parfait, d'aller dans la cité. Et les réseaux sociaux
nous remontent des informations extrêmement précieuses. Moi, il m'est arrivé de mener des études sur des sujets de souffrance au travail, de discrimination. Tout allait très bien jusqu'à un certain niveau. Et quand j'allais sur les forums, les réseaux sociaux, ce n'était pas du tout la même entreprise. Donc je crois que ça aussi, ça peut être le côté extraordinaire de cet outil, c'est d'être en société. Et je pense qu'en effet, de plus en plus, quand on forme des jeunes au management, on les forme managing, on les forme à societying. C'est-à-dire qu'on est consommateur, on est salarié, on est père, on est mère, et qu'en effet, ces cloisons étanches qui existaient malgré tout, le phénomène du vestiaire, le phénomène du salarié neutre dans l'entreprise, lisez les manuels de GRH il y a encore 20 ans, le salarié était neutre, sont peu à peu en train de se désagréger, et cette porosité de la société, de l'entreprise dans la société existe. Je terminerai par ce vers de René Char que j'adore, « L'esprit du château fort, c'est le pont-levis ». Et je pense qu'en effet, des entreprises comme les vôtres sont exemplaires dans le sens où elles ouvrent des ponts-levis au-dessus des douves et que l'entreprise n'est plus cloisonnée comme elle l'était. Je pense que cette génération Y, on ne l'a pas dit, c'est la génération Y du pourquoi, nous interpelle, et ça c'est bien, même si des gens beaucoup plus âgés l'ont toujours fait et que ça a toujours existé. Et je pense qu'en effet, on est de plus en plus avec des personnes qui osent dire, parce que ça a toujours au fond des cœurs existé, qui osent dire qu'elles ont envie de grandeur, et je crois que c'est ça qu'on peut leur accorder et qu'on peut leur donner, ou qu'on peut les aider à construire leur grandeur personnelle. Je voudrais donner justement un exemple d'ouverture de pont-levis. L'une des choses qu'on peut faire lorsqu'on a la chance d'avoir un grand chantier, c'est bien sûr de recruter, et notamment de recruter des gens qui ont de la difficulté à trouver du travail, des personnes en insertion. C'est ce que nous avons fait sur la ligne à grande vitesse, où nous avons recruté plusieurs centaines de personnes dans cette situation. Et un jour, notre responsable des ressources humaines se trouve dans un dîner, voisin de la juge de l'application des peines. Et la juge de l'application des peines lui dit « Monsieur, à cause de vous, ce soir, il y a des gens, je ne peux pas vous donner leur nom, mais ils ne sont pas en prison alors qu'ils devraient y être, parce qu'ils étaient condamnés à une peine de courte durée, que j'avais donc la possibilité de les dispenser de l'exécuter, mais pour ça, ils devaient avoir un travail. Et comme vous leur avez donné ce travail, ce soir, ils sont chez eux, ils ont un travail, ils ne sont pas en prison. » Très bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Il m'échoit le rôle toujours castrateur d'être le maître du temps. Est-ce que l'un de vous a s'il veut parler, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais? Ça vous rappelle quelque chose? Philippe? Juste partager avec vous la manière dont Stéphane Richard s'adresse aux salariés qui doivent travailler sur des sujets innovants. Il leur demande de se poser 2 questions, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit. La première de ces questions, c'est l'innovation sur laquelle vous allez travailler. Est-ce qu'elle sera utile à l'individu, utile à la société ou à la planète? La deuxième question, c'est cette innovation sera-t-elle accessible au plus grand nombre? Et quand on s'adresse aux salariés comme ça et quand on leur donne ces critères de choix, parce qu'une entreprise, on fait des choix en permanence, de temps en temps les bons, de temps en temps pas les bons, mais en tout cas on est sur des problématiques de choix. En donnant des critères de ce type-là, je pense qu'on redonne du sens, on donne une direction, un axe, et on parlait tout à l'heure de culture d'entreprise, c'est aussi une manière de réaffirmer la culture d'entreprise. Et je pense qu'il y a un mot très à la mode actuellement qui est la chronobiologie. Je crois qu'il faut aussi accepter que les organisations, qui sont des êtres vivants, enfin, on ne serre jamais la main d'une entreprise, on serre la main d'hommes et de femmes, comme les hommes et les femmes ont leur propre rythme, et qu'on ne pourra pas non plus décréter le changement tout de suite, maintenant, mais avec des rythmes très différents. Et ça, je crois que c'est important que cette diversité-là aussi, elle soit acceptée. Sur le thème de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir l'entreprise qui finalement dans son microcosme apporte de la valeur et s'occupe de causes qui dépassent le seul objectif de l'entreprise sur le plan des résultats, bien que je redis que je pense qu'il faut d'abord des résultats, parce que sans résultats, il n'y a pas d'entreprise. Mais moi, j'incite tout le monde à se pencher sur la dernière théorie de Michael Porter, qui est un professeur de Harvard très connu, parce que dans les années 80, déjà, il sévissait
avec la notion de l'entreprise étendue, pardon. Et puis après, avec les 5 forces de Porter, tout le monde a entendu parler de ça. Et là, il a développé une théorie qui s'appelle la shared value. Et cette notion, moi, me paraît super intéressante. Je vais prendre un exemple. Quand Hewlett-Packard, mon entreprise, on est à Grenoble en particulier, eh bien, l'idée de la shared value, c'est de se dire, au fond, je peux faire des profits dans une région donnée et me les accaparer pour les consolider, ou je peux me dire, finalement, mon intérêt, c'est de faire des profits, mais d'en prendre une partie et de la redistribuer. Et je la redistribue dans le microcosme dans lequel je travaille. Donc, par exemple, à Grenoble, ben, si chaque entreprise fait ça, évidemment, c'est mieux. Si j'investis dans les hôpitaux, si j'investis dans les écoles, si j'investis dans tout ce qui peut constituer des institutions globales, finalement, je vais rendre la vie de mes salariés et de ceux qui pourraient le devenir bien meilleure. C'est-à-dire qu'ils auront envie de venir dans la région de Grenoble parce qu'il y aura de meilleures écoles, il y aura de meilleures autoroutes, il y aura de meilleurs hôpitaux, ils seront mieux soignés, mieux éduqués, etc., mieux sécurisés. Donc même sur des causes où on se dit qu'il y a une distance entre pourquoi une entreprise investirait dans la sécurité, par exemple, parce que ça participe à rendre la société plus sécurisée et ça participe à rendre la vie meilleure. Et cette théorie est assez intéressante parce que finalement, elle ne dit pas qu'il faut sortir d'un modèle capitaliste, mais elle dit qu'il faut peut-être concevoir un capitalisme différent. Et ça, moi, je pense que ça rejoint bien mon propos de ma conférence, à savoir un capitalisme plus humain qui équilibre mieux l'objectif de performance et l'objectif de créer du bien-être, au fond, dans la société. Nous pouvons, je serais curieux maintenant que vous sortiez votre téléphone mobile, vous dégainez une dernière fois pour avoir votre avis avec une question totalement ouverte. Pour vous, quel est le mot principal qui caractérise le leader de demain? À vos petits pouces agiles. Donc la hauteur des lettres, vous l'avez compris, correspond au pourcentage de réponse. On a un nuage de mots en temps réel. Eh bien, c'est assez révélateur. Bon, après, on va tout avoir. Eh bien, écoutez, je pense que sur ce humain en centrale, je trouve que c'est encourageant. Moi, j'aime bien le mot rêveur aussi. Je trouve que c'est bien, il faut rêver. Votre avis, chers invités? Je pense qu'on n'a pas dû tout à fait respecter les règles sur les horaires, parce que j'ai vu un tueur quand même dans le... Eh bien, écoutez, donc c'est sur ces belles pensées que je vous propose d'achever ces tables rondes. Je remercie vraiment nos participants. Je vous demande de remercier avec nous. J'espère que leurs échanges vous auront intéressé, que ça aura contribué. Et je vous incite à les applaudir. Merci pour eux.